Bien, mesdames, messieurs, bonsoir. Excusez-nous pour ce léger retard, mais bon, vous avez vu la météo qui est la nôtre ce soir. Beaucoup d'embouteillages, quelques difficultés pour arriver jusqu'à nous. Donc on s'est permis d'attendre les retardataires et je vous prie de nous en excuser pour ce qui est arrivé au début. Alors ce soir, nous recevons Alison Lotti, qui est docteure en histoire. Alors comme elle fait partie de cette nouvelle génération qui s'intéresse à cette discipline, je vais prendre un petit peu de temps peut-être pour vous la présenter. Alors Alison Lotti a soutenu une thèse en histoire contemporaine, thèse de doctorat à l'université de Bordeaux 3, c'était fin 2008. Cette thèse de doctorat a fait l'objet d'une publication aux éditions L'Harmattan. Peut-être avez-vous vu cet ouvrage qui est devant la salle Sissia, courant 2010-2011. Et à ce titre, elle a reçu en Nouvelle-Calédonie le prix TESPAC pour ce travail qui s'intitule, je ne vais pas vous dire de bêtises, le statut de 1961 à Wallis et Futuna. Alors, elle est actuellement professeure certifiée en histoire-géographie au collège Laura Boula de Houé, à Lifou. Et parallèlement à cette activité officielle, je dirais, elle est chercheuse associée au Credo, qui est basé à Aix-Marseille, et au CNEP, donc le Centre des Nouvelles Études sur le Pacifique, à l'Université de la Nouvelle-Calédonie. Alors ce soir, on vous propose une plongée dans cette phase un peu transitoire entre la 4e et la 5e République, et un éclairage surtout sur la politique du général de Gaulle dans le Pacifique Sud, à travers le regard sur l'élaboration du statut de Wallis et Futuna, qui, comme vous le savez, est passé de protectorat à territoire d'outre-mer en 1961. Alors c'est la veille d'un jour férié, donc je pense qu'on a tout le temps pour débattre au terme de cette conférence, ou presque. En tout cas, sachez que les débats ainsi que la conférence, bien entendu, sont enregistrés. Donc je voudrais simplement demander de lever la main pour le micro, puisque l'idée c'est ensuite que les gens qui ne peuvent pas être là ce soir puissent l'entendre. La conférence sera disponible dès la semaine prochaine sur le site de l'ADCK, www.adck.nc, dans la rubrique catalogue de la médiathèque, rencontre de la médiathèque. Voilà, j'abuse pas plus longtemps de votre temps. Je souhaite bien du courage à Alison et surtout je la remercie d'avoir accepté notre invitation. À tout à l'heure pour les débats. Merci Manuel. Merci à tous d'être venus pour écouter cette conférence très géopolitique. Donc ce soir, je vais parler de la géopolitique française dans le Pacifique entre 1958 et 1962. Alors, la date a changé entre le titre de ma conférence que j'ai donné à Manuel il y a quelques semaines et aujourd'hui, puisque dans une 4e partie, je vais plus parler de l'année 1962. Voilà, donc Wallis et Futuna, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française. Donc la notion de géopolitique que j'ai choisie pour le titre de cette conférence est volontaire. Le sens du mot géopolitique utilisé ici est celui donné par le géopoliticien Yves Lacoste lors de la création de sa revue Hérodote en 1976. Il s'agit de, je cite, l'étude des rivalités de pouvoir ou d'influence sur des territoires dans lesquels les populations vivent. Mais en usant de cette définition, je fais de la même façon un anachronisme, car j'applique cette notion à des événements historiques survenus en 1958, soit bien avant la définition classique qu'on lui prête à partir de la fin des années 70. L'usage du mot géopolitique existe depuis la fin du XIXe siècle, avec des hommes comme Friedrich Ratzel, mais cessa d'être utilisé après 1945 en raison de sa compromission avec le nazisme durant la Seconde Guerre mondiale. Nous empruntons donc le terme géopolitique pour appréhender au mieux les événements qui se sont déroulés à partir de 1958, c'est-à-dire à une époque antérieure à la définition du mot géopolitique qu'on lui prête aujourd'hui. La géopolitique française dans le Pacifique est une analyse des rivalités politiques, et là je dis conflit non armé bien entendu, entre une métropole éloignée et son influence, voire sa tentative de contrôle sur 3 territoires, anciennes colonies conquises au XIXe siècle et situées dans le Pacifique Sud,
Donc les îles Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française. Donc, pour vous situer un petit peu le Pacifique aujourd'hui, vous avez la Nouvelle-Calédonie, les îles Wallis et Futuna et donc la Polynésie française. Il ne s'agit pas de faire ici un exposé sur l'histoire de la France dans ces archipels, mais de comprendre comment les actions de la métropole ont été perçues par les insulaires et souvent incomprises par ses représentants en fonction sur place. Les acteurs de ces rivalités sont nombreux et sont départagés entre les 3 territoires du Pacifique et le pouvoir central. Le théâtre des conflits, en revanche, se situe presque totalement à Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. La métropole, en dehors de la rue Oudinot, ne se souciait guère de la vie des insulaires bouleversés par ces changements statutaires. Nous concentrerons notre étude sur Wallis et Futuna, mais une analyse de la situation régionale est indispensable afin d'appréhender au mieux les projets du général de Gaulle dans le Pacifique. Notre problématique s'attachera à définir les actions de la métropole dans le contrôle des 3 territoires du Pacifique, en particulier à Wallis et Futuna, longtemps restés en dehors des préoccupations métropolitaines. Cette ambiguïté des relations de pouvoir que la métropole engage vis-à-vis de ces territoires éloignés. L'année 1958 débute avec l'adoption en France de la Constitution de la Ve République, qui redéfinit le statut des territoires, anciennement appelés colonies. Cette Constitution déclenche une série d'événements qui vont conduire chacun des territoires français à entrer de gré ou de force dans la politique de défense du général de Gaulle, avec toutes les conséquences que cela implique dans la société insulaire. L'année 1961 marque la fin de la chronologie événementielle, concrétisée par l'officialisation du statut de Thom à Wallis et Futuna. Toutefois, elle ne marque pas la fin de la géopolitique française dans le Pacifique qui continue jusqu'en 1962, date des accords d'Évian qui met fin à la guerre d'Algérie et statue sur son indépendance. Nous tenterons d'analyser cette problématique à travers 4 axes à la fois chronologiques et thématiques. La première partie, donc, les impacts de la guerre d'Algérie dans les territoires français du Pacifique, le prélude d'une géopolitique insulaire. Dans cette première partie, nous expliquerons comment la guerre d'Algérie a été un élément déclencheur des bouleversements politiques dans des territoires si éloignés de la métropole. Une deuxième partie sur les préliminaires au changement de statut à Wallis et Futuna. Nous verrons le changement politique à Wallis et Futuna, c'est-à-dire le changement de statut de protectorat à celui de territoire d'outre-mer. Dans une troisième partie, l'entrée du Pacifique dans l'ère nucléaire. Donc nous rentrerons dans les préludes du futur CEP, Centre d'expérimentation du Pacifique, avec une étude régionale de la situation politique. Enfin, la quatrième partie, le contrôle et la tentative de fraude dans les territoires français du Pacifique. Nous analyserons de plus près sur le terrain insulaire les conséquences qu'implique un projet métropolitain de défense nucléaire en voie de réalisation. Commençons par le début, c'est-à-dire les impacts de la guerre d'Algérie dans les territoires français du Pacifique. Le prélude d'une géopolitique insulaire. Afin de nous focaliser plus sur nos archipels du Pacifique, nous devons avant tout nous intéresser aux changements politiques qui surviennent en métropole. En 1956, le nouveau gouvernement de Guy Mollet, président du Conseil, relance la construction européenne et mène à son terme l'indépendance de la Tunisie et du Maroc. Seule l'Algérie était toujours en guerre. Rappelons que l'Algérie est une colonie française de peuplement depuis les années 1830. En 1848, elle est la seule colonie qui comprend une division administrative départementale comme la France. Or, depuis l'année 1954, l'Algérie se battait pour arracher son indépendance à la métropole. Mais c'était sans compter les plus d'1 million de colons qui avaient migré et qui vivaient sur ce territoire depuis de très longues années.
En 1957, la loi cadre des fers, adoptée par le gouvernement de Guy Mollet, ouvre la voie à l'autonomie des possessions françaises d'Afrique noire et d'Océanie, accordant une très large autonomie au pouvoir exécutif local vis-à-vis de la métropole. Mais cette action ne ramena pas la paix en Algérie. L'impasse politique dans laquelle se trouvait le gouvernement de Guy Mollet atteint son paroxysme en mai 1958. Le général de Gaulle, alors héros de la résistance de la Seconde Guerre mondiale, est rappelé au pouvoir grâce à un comité de salut public constitué à Alger par les partisans de l'Algérie française. C'est ainsi qu'en juin 1958, il préside le Conseil des ministres, une fonction qui cumule avec celle de ministre de la Défense nationale. Afin de trouver une solution au problème algérien, le général de Gaulle prépare la constitution de la Ve République en redéfinissant le statut des territoires ultramarins. Mais à son arrivée au pouvoir en 1958, il supprime la loi cadre des fers dans les deux territoires du Pacifique, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française. Voici le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en 1957. Donc le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en 1957 avec bien entendu le pouvoir central, le gouvernement de la République, ministère de la France d'Outre-mer. Elle nomme et révoque le gouverneur, chef du territoire, donc des territoires de l'Océanie. Donc le gouverneur chef de territoire dispose du pouvoir exécutif. Le gouvernement a le pouvoir de dissolution par décret après avis de l'Assemblée territoriale du Conseil de gouvernement, composé de 6 à 8 ministres élus par l'Assemblée territoriale. Le ministre en tête de liste prend le titre de vice-président. Le Conseil de gouvernement est présidé par le chef de territoire ou le vice-président et la gestion des services territoriaux. L'Assemblée territoriale est contrôlée par le pouvoir central avec une annulation des délibérations possibles et celle de la commission permanente. L'Assemblée territoriale est composée de 19 membres élus pour 5 ans et réglemente les codifications de la coutume et les affaires territoriales. Donc, avec cette loi cadre, le gouvernement de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie était composé de ministres. Les conseillers du Conseil de gouvernement avaient le titre de ministre. Mais à l'abrogation de cette loi cadre en 1958, elle a duré 1 an en tout, le poste de vice-président est supprimé. Les membres du Conseil du gouvernement sont désormais des conseillers et non plus des ministres. Ils sont dirigés par le gouverneur, chef du territoire, lui-même nommé par le ministère de la rue Oudinot. Les conseillers peuvent être démis de leurs fonctions collectivement par décret par le pouvoir central. Ainsi, le Conseil de gouvernement est contrôlé de tous les côtés, à la fois par le chef du territoire, par le ministère de l'Outre-mer et enfin par l'Assemblée territoriale qui peut déposer une motion de censure. En même temps que le général de Gaulle retire l'autonomie à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française, il se tourne vers les îles Wallis et Futuna dont il porte un intérêt nouveau. Le protectorat des îles Wallis et Futuna a longtemps été mis de côté des préoccupations politiques de l'époque. Lorsque les îles Wallis et Futuna deviennent un protectorat en 1888, la France décide d'installer son représentant à Wallis. Désigné par le pouvoir central, le résident avait le rôle d'un gouverneur, mais le plus souvent, c'était un médecin qu'on envoyait tenir la fonction de résident de Wallis. Son délégué à Futuna, qui lui est subordonné, n'est pas un fonctionnaire de l'État ni un médecin, mais le révérend père de la mission catholique. Ce n'est qu'à partir vraiment de 1956 que désormais le délégué du résident n'est plus un religieux, mais un gendarme. À partir de cette année, le gendarme, M. Gouvernec, endosse la responsabilité de la délégation de Futuna. Ce dernier est secondé à partir de 1957 par le gendarme M. Delbred.
Vous avez ici une photographie de l'époque de la délégation de Futuna en 1959. Donc la voiture que vous voyez ici, c'était la seule de l'île. Petite précision. En métropole, l'arrivée au pouvoir du général de Gaulle en mai 1958 entraîne une vague de bouleversements à Wallis et Futuna. Le vent du changement était en route et apportait avec lui deux nouveaux fonctionnaires de l'État. Le résident de Wallis, Pierre Fauché, à partir du 3 août 1958, et son délégué de Futuna, Camille Gloannec, au mois de mai 1959. Tous deux étaient formés à l'ANFOM, l'École nationale de la France d'outre-mer. Ainsi, pour la première fois dans l'histoire des îles Wallis et Futuna, le gouvernement central a envoyé des représentants formés à l'administration coloniale dans deux petits archipels du Pacifique. Voici une photo de l'époque aussi du délégué Camille Gloannec, que vous voyez à gauche, et du résident Pierre Fauché à droite. Donc le résident de Wallis se trouve à droite, hein, et Camille Gloannec donc était le délégué à Futuna. Ces nouveaux fonctionnaires de l'État étaient la preuve d'un intérêt encore inédit porté à ces deux archipels et la manifestation d'une politique gaulliste encore à ses débuts. Les enjeux politiques à Wallis et Futuna commencent avec ces deux représentants de la métropole. La géopolitique insulaire n'est encore qu'à ses frémissements et pourtant, rien ne présageait la très forte ambiguïté relationnelle dont la métropole allait faire preuve dans ces archipels du Pacifique. Les préliminaires au changement de statut à Wallis et Futuna, revenant dans nos deux petits archipels du Pacifique. Dans la constitution de la Ve République, le statut de protectorat n'existait plus. Or, Wallis et Futuna étaient les seuls archipels à être encore sous ce régime. La France cherchait donc à clarifier cette situation. Il est possible qu'en milieu d'année 1958, De Gaulle anticipait déjà sur les futurs projets nucléaires dans le Pacifique. Mais si cette éventualité se présentait peut-être, quelle que soit l'issue du projet nucléaire, il fallait que Wallis et Futuna restent dans la République sous un autre statut que celui du protectorat, désormais obsolète dans cette 5e République naissante. La France nomma ainsi deux représentants de l'État formés à l'ANFOM, Pierre Fauché, Camille Gloannec, et les envoya à Wallis et Futuna avec une mission. Faire accepter par les insulaires et plus particulièrement par les trois rois de ces deux archipels le changement de statut. L'enjeu était d'une importance capitale. En vue des prochaines élections qui feront peut-être de ce protectorat un territoire d'outre-mer, le résident Pierre Fauché et le délégué Camille Gloannec devaient obtenir un oui majoritaire au nouveau statut, celui de territoire d'outre-mer. Cependant, la situation n'était pas à leur avantage, car dans les deux archipels, les représentants de l'État devaient faire face à deux crises royales, l'une à Wallis avec la reine Alausia et l'autre à Futuna, dans le royaume de Singave, avec le roi Tamolevai. Relater ces deux crises dans le cadre de la thématique sur la géopolitique du général de Gaulle dans le Pacifique est importante, dans la mesure où l'enjeu était important aussi. Il fallait que les rois en place soient en faveur du nouveau statut de Tom, et cela pour deux raisons. D'une part, la France, en 1958, n'avait que 3 territoires français dans un Pacifique largement anglo-saxon et allié aux États-Unis. Il fallait donc qu'elle maintienne sa position stratégique dans les mers chaudes. D'autre part, la requête pour le changement statutaire ne devait pas être imposée par la métropole, mais devait émaner de ces archipels. Les insulaires devaient signer la requête influencée par le délégué et le résident afin d'entamer la procédure de changement de statut. Il est certain que le gouvernement central à Paris n'envisageait même pas le fait que Wallis et Futuna restent dans la République sous le régime d'un protectorat. Il fallait que les Wallisiens et les Futuniens deviennent des citoyens français à part entière. Le résident de Wallis et le délégué de Futuna avaient donc la lourde tâche
de convaincre les insulaires lors des palabres avec les chefs coutumiers de l'indispensabilité de faire évoluer le statut de protectorat sous lequel étaient régis pendant 70 ans les îles Wallis et Futuna. Cependant, cette mission ne s'avérait pas facile. Les Wallisiens et les Futuniens ne connaissaient pas les rouages de la politique occidentale. Et ses représentants, grands défenseurs de l'État, expérimentaient pour la première fois la patience insulaire lors des palabres. C'est ainsi qu'à Wallis, au moment de l'arrivée du résident Pierre Fauché, la reine en place, Alausia, était contestée par une partie de ses sujets. Cette opposition a été menée par Pelenato Fluhea, ancien roi de Wallis. Suivant en cela la coutume, la reine Alausia fut déposée par son grand conseiller, appelé aujourd'hui Premier ministre, terme assez moderne que je n'utilise pas toujours, mais en fait son titre coutumier est Kalai Kivalu. Il s'agit de Tomasi Kulimoetoke. La reine informe ainsi la résidence de son intention d'abdiquer. L'intérim était assuré par le médecin et commandant Trussi. Ce dernier refuse la démission de la reine, suivant en cela les instructions qu'il avait reçues par le gouverneur de la Nouvelle-Calédonie. Alausia se présente alors devant ses conseillers et déclare qu'elle reste souveraine selon la volonté du gouvernement français. Le Kivalu Tomasi Kulimoetoke démissionne de sa fonction et se range aux côtés des opposants. Dans une lettre datée du 18 mai 1958, la reine Alausia adresse une requête au gouverneur de Nouvelle-Calédonie. Voici ce que dit sa lettre. D'abord, au lieu de m'aider, le résident, donc ici il s'agit de l'intérim Trussi, non pas encore du résident Pierre Fauché, s'allie avec l'opposition. Il tient conseil avec des fous comme Pelenato, Tomasi et d'autres. Le but de la réunion est de me détrôner et renvoyer mes ministres. 4 de mes ministres ne touchent aucun salaire. Pelenato et Tomasi reçoivent une paix alors que ce sont eux qui causent le désordre. Le résident veut également m'enlever mon pouvoir. Il retient le voyage de mes sujets. Le résident m'a encore affirmé que mes lettres vont rester sans réponse. Donc si cela est vrai, dites-le moi, je tâcherai de trouver un autre à qui m'adresser. Donc cette source vient de la reine Alausia elle-même. Voici donc la situation instable dans la résidence, entre la résidence et la royauté wallisienne. Le résident Pierre Fauché prend ses fonctions en août 1958, soit quelques semaines après cette lettre adressée au gouverneur. À son arrivée, il s'allie rapidement à l'opposition, afin de pousser la reine Alausia à abdiquer une seconde fois. En effet, cette dernière n'était pas en faveur de l'évolution de l'île selon le résident, c'est-à-dire en faveur du nouveau statut de Tom, de la même façon que son autorité déclinait de plus en plus. Mais seule la première raison était valable pour la pousser à la démission. Sous la pression, ce fut chose faite. Le 12 septembre 1958, le résident accepta la démission de la reine Alausia. Mais il fallut attendre 6 mois et de nombreuses actions pour écraser les partisans de l'ancienne reine afin de pouvoir faire le choix d'un nouveau Lavelois. Et c'est sur Tomasi Kulimoetoke, ancien Kivalu de la reine Alausia, que se porta le choix du nouveau roi de Wallis. Vous avez ici une photographie avec au centre le résident Pierre Fauché. À droite, le Lavelois Tomasi Kulimoetoke, donc juste peu après son intronisation, et donc à gauche du résident, le Kivalu, donc le Premier ministre du roi. Le nouveau roi de Wallis était en faveur du statut de Tom. De ce fait, le résident Pierre Fauché pouvait commencer son travail de palabre et de propagande en faveur du statut. Voici une photographie du résident Pierre Fauché expliquant le statut de Tom, donc aux Wallisiens. À Futuna, le délégué Camille Gloanec devait trouver une solution à un problème dynastique dans le royaume de Singave. En août 1959, la plus ancienne lignée royale de Singave, celle des Vanai, demande la démission du roi Stefano Keletauna, issu de la lignée royale des Keletauna.
Lorsque la famille Tamolé se rend chez le roi afin de le destituer, Stefano Keletauna refuse catégoriquement d'abdiquer. Afin de mettre un terme à cette crise et pour éviter de nouvelles tensions, le délégué Gloanec décide de procéder à un vote collectif des hommes adultes. Le 27 août 1959, 97 voix se portent sur Keletauna et 98 sur son rival Tamolé. Ce dernier a le soutien non négligeable du révérend père Simler et du délégué. Le révérend père Simler désire un roi plus attentif à ses conseils et le délégué souhaite un roi plus convaincu par le changement de statut. Cet événement est très important car la manière de résoudre ce conflit à l'occidental et non pas à la manière coutumière. En effet, on ne choisit pas un roi avec un vote des hommes adultes, mais c'est un consensus avec les familles royales. Donc cette manière de procéder va déterminer par la suite les résultats négatifs de la consultation du 27 décembre 1959 sur laquelle nous allons revenir tout à l'heure. Donc voici un témoignage encore important de l'intronisation de Tamolevai. Donc Tamolevai d'Iveu et ici le futur roi de Singave. Vous avez à sa droite le délégué Camille Gloanec, à sa gauche le père Laurent. Voilà, c'était au moment de son intronisation, donc accompagné autour de ses guerriers et un guerrier ultime qui ouvre la marche. Les situations de crise coutumière auxquelles ont été confrontés les représentants de l'État à leur arrivée étaient une mise en situation et un réel défi de la lourde tâche dont ils avaient la charge. Mis devant le fait accompli, les représentants n'avaient pas l'idée de l'enjeu dans lequel ils étaient plongés dès lors qu'ils avaient été nommés, à savoir l'arme atomique de dissuasion du général de Gaulle. Donc voici une autre photo de l'intronisation, donc les femmes qui l'habillent en tapa. L'entrée du Pacifique dans l'ère nucléaire. Dans ses travaux, Jean-Marc Regnault note que les intentions du général de Gaulle sur le nucléaire dans le Pacifique se sont révélées dans un discours lors d'un séjour en Polynésie française, bien avant son ascension au pouvoir, le 30 août 1956. Voici son discours. Donc, dans une première partie, il indique un petit peu la nécessité donc, de se rattacher dans un grand ensemble économique, culturel et politique. Dans une deuxième partie, il insiste sur les réseaux de communication. Mais dans une troisième partie, c'est celle qui nous intéresse, il indique que le troisième trait de notre monde nouveau, c'est le commencement du règne de l'énergie atomique qui apporte à tous les hommes à la fois d'immenses possibilités de progrès et une terrible menace. Nous savons ainsi par ce discours que le général de Gaulle avait toujours en tête le projet d'obtenir l'énergie atomique. À la fin des années 1950, seuls les États-Unis et l'Union soviétique disposaient de cette arme de dissuasion. Le Royaume-Uni aussi, mais sous la tutelle états-unienne. La France ne pouvait donc pas rivaliser avec les grandes puissances de l'époque, d'autant qu'une certaine concurrence diplomatique s'exerçait entre les États-Unis et la France. De la même façon que l'ONU faisait pression sur la France pour qu'elle stoppe les essais nucléaires qu'elle effectuait dans le Sahara algérien. Diplomatiquement parlant, la France était donc isolée dans le concert des nations. Lorsque Charles de Gaulle commence son ascension au pouvoir en 1958, rien ne présageait à ce qu'il envisageait déjà à l'indépendance de l'Algérie et par conséquent à l'arrêt des essais nucléaires dans le Sahara algérien. En tout cas, rien ne nous permet de l'affirmer. Jean-Marc Regnault souligne qu'à partir de 1959, les généraux avaient retenu des sites souterrains sur le territoire métropolitain, dans les Alpes et les Pyrénées, pour y effectuer des essais nucléaires. Mais cela paraissait difficile,
compte tenu des études géophysiques trop longues avant de lancer les premiers essais. Du côté algérien, la nouvelle constitution de la Ve République fixait un référendum afin d'obtenir le futur statut de l'Algérie. Malgré la pression du FLN algérien, le référendum a lieu et 96% de oui s'exprimèrent en faveur de la France. Ainsi, De Gaulle réussit à rallier tous les partisans de la France. En revanche, il n'a pu faire adhérer le FLN à sa politique et le 8 janvier 1959, Charles de Gaulle devient le premier président de la Ve République et établit le plan Châle en février 1959 pour démanteler le réseau FLN et écraser toute opposition à l'Algérie française. Mais les semaines passent et le FLN n'abandonnait pas le combat malgré le oui pour une Algérie française. C'est alors que De Gaulle envisage la perte du territoire algérien en commençant par la recherche d'autres sites nucléaires dans les territoires ultramarins. La date du 16 septembre 1959 est un tournant dans l'histoire de l'Algérie, car De Gaulle reconnaît officiellement la perte de l'Algérie française. Dans son discours, il exprime la volonté de laisser les Algériens, je cite, « décider de leur destin, une fois pour toutes, librement, en connaissance de cause ». Par ce discours, le président de la Ve République avait lancé l'idée qu'il puisse y avoir une Algérie indépendante. Une pensée inconcevable pour les Français d'Algérie qui l'avaient rappelé au pouvoir. Cependant, à ce moment-là, De Gaulle n'avait pas encore trouvé le site nucléaire pour ses prochains essais nucléaires dans le cas où l'Algérie deviendrait indépendante. La trouvaille des sites ne s'est confirmée que bien plus tard, en 1960 et 1961. Dans ses travaux, Jean-Marc Regnault cite le général Thierry, qui écrit au nouveau délégué ministériel à l'armement, le général Gaston Lavaux. Voici ce qu'il dit. « J'ai fait le point des études entreprises en vue de rechercher un site utilisable pour les expériences thermonucléaires aériennes. Si on élimine le centre de Reagan, bien qu'il eût été normalement utilisable, on constate qu'il n'existe que 3 régions du monde de dépendance française où il soit possible d'aménager un site convenable. La Réunion, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française. » Cette lettre est datée de mai 1961. Le général Thierry affirme par la suite les avantages offerts par le site polynésien malgré l'éloignement de la métropole. La Nouvelle-Calédonie, en revanche, par sa proximité avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande, alliées de l'Angleterre et donc des États-Unis, risquait d'avoir des pressions politiques et notamment l'interdiction des tirs. Le général Thierry résume la situation de cette manière. La Polynésie offrirait peut-être le moins de prise à des campagnes hostiles ou à l'émotion mondiale, encore qu'on ne doive nourrir aucune illusion à cet égard compte tenu du mode de tir envisagé. Contamination de type mondial. La Réunion apparaît comme le site le plus pratique et le moins onéreux. La Nouvelle-Calédonie est à retenir comme région de remplacement. Voici comment a évolué la recherche des sites nucléaires. Cependant, en 1959, tandis qu'il procédait lentement à la séparation avec l'Algérie et avec les territoires d'Afrique noire, De Gaulle recentrait son intérêt dans les 3 territoires du Pacifique. À partir de la fin d'année 1959, plus les recherches des sites pour des essais nucléaires étaient précises, plus le général de Gaulle envisageait l'indépendance de l'Algérie et plus le contrôle des territoires du Pacifique se faisait sentir. Le contrôle et la tentative de fraude dans les territoires français du Pacifique. Alors tout d'abord, nous allons nous focaliser sur la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie. En 1957, pour la première fois en Polynésie française, le vice-président du conseil de gouvernement est un député tahitien du nom de Povana. Lors du référendum pour la Constitution du 28 septembre 1958, Povana fait campagne pour le non,
Mais 64% des voix se prononcent pour le oui. Pour échapper à une opposition gênante, en octobre 1958, la France accuse Povana d'avoir provoqué des incendies dans Papeete. Elle l'emprisonne aussitôt, le condamne à 8 ans de prison, de réclusion en métropole et à l'exil pendant 15 ans. Voici ce que nous rapporte l'historien Jean-Marc Reynaud. Povana Opa paraissait le plus dangereux et le plus facile à écarter. Il commet l'erreur de se prononcer pour le non au référendum du 28 septembre 1958. Il n'est suivi que par 33% de l'électorat qui jusque-là, depuis 10 ans, lui a accordé largement les suffrages. Poussé au bout par ses adversaires et par le gouvernement, il prononce vraisemblablement d'imprudentes paroles que les autorités ont vite interprétées comme une incitation à l'incendie de la ville de Papeete. Arrêté selon la procédure du flagrant délit, il est emprisonné, jugé et condamné à 8 ans de réclusion en métropole et à 15 ans d'interdiction de séjour. Povana était un métis, fervent défenseur du droit des Tahitiens. Pourtant, gaulliste et combattant de la Seconde Guerre mondiale, Povana se retrouve impliqué malgré lui dans la géopolitique insulaire en 1958 et devient un homme politique gênant pour le gouvernement central. Il se passe pratiquement la même chose en Nouvelle-Calédonie. Un parti domine la vie politique à partir de 1956, c'est l'Union calédonienne, fondée par Maurice Lenormand, député d'origine européenne depuis 1951. Ce parti est issu d'un accord entre le cartel des syndicats d'armes en laine, exclusivement européens, et de 2 partis kanaks formés par des religieux voulant contrôler le communisme qui trouvait une audience dans les tribus. Wikalo d'obédience catholique et l'AICLF d'obédience protestante. L'Union calédonienne est un parti pluriethnique qui devient très vite le pilier de la vie politique calédonienne et du développement kanak. Maurice Lenormand est réélu député en 1956 et devient la même année commissaire général de l'Union calédonienne. Dans la première assemblée territoriale installée par le suffrage universel en 1957, l'Union calédonienne obtient une majorité avec 18 conseillers sur 30. Et Maurice Lenormand occupe le siège du vice-président du Conseil de gouvernement. L'autonomie a gagné du terrain dans ces territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, car la loi cadre défère confère l'exécutif non plus au gouverneur, représentant de la France, mais au Conseil de gouvernement. Ce Conseil de gouvernement est présidé par le gouverneur, certes, mais vice-présidé par un élu, désigné par l'Assemblée territoriale et choisi parmi ses membres. Toutefois, pareillement à sa voisine polynésienne, cette politique d'autonomie appliquée à la Nouvelle-Calédonie ne dura guère. Le gouvernement Debré n'approuve pas les idées de l'Union calédonienne et entre en conflit avec le député Lenormand. Une tentative d'évincement contre Maurice Lenormand échoue en 1958, mais la seconde réussit. Comme le vice-président Povana, le député Maurice Lenormand est écarté du pouvoir dès 1963 et emprisonné en 1964. La même année, la loi Jacquinot redonne l'exécutif à l'État et par la suite, des séries de lois continuent à rogner les compétences de l'Assemblée territoriale. Jean-Marc Reynaud fait le rapprochement entre ces 2 hommes politiques. Il nous dit ainsi, quant à Maurice Lenormand, fort habilement, il a su résister aux tentatives d'élimination en 1958, mais n'a pas pu empêcher le gouvernement de rogner la loi cadre pour la vider finalement de son contenu en 1963 et de l'éliminer personnellement dans une affaire qui ressemble étrangement à celle du leader polynésien. Maurice Lenormand et Povana ont tous 2 été mis de côté par le pouvoir central. Si Povana le fut très tôt, Maurice Lenormand ne put échapper au contrôle de l'État en 1963, soit 1 an après que De Gaulle ait donné l'indépendance à l'Algérie et 2 ans après le choix de la Polynésie française comme site des prochains essais nucléaires. Contrôler les 2 territoires de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie ne suffisait pas. Il fallait que tous les archipels du Pacifique soient ralliés, de gré ou de force, à la Ve République pour l'installation des essais nucléaires en Polynésie française. C'est la raison pour laquelle Wallis et Futuna entrèrent eux aussi dans la compétition des tentatives de fraude législative qui poussa les représentants de l'État à mettre au défi leur intégrité vis-à-vis de la population insulaire.
Revenons donc aux événements et au contexte coutumier à Wallis et Futuna. Entre 1958 et 1959, les crises royales qui avaient affecté la situation coutumière à Wallis et à Futuna ont été résolues. Par la suite, les 3 rois de Wallis et de Futuna, en faveur de l'évolution statutaire, envoyèrent leur requête à Paris pour le changement de statut. Voici une affiche de propagande pour le statut de territoire d'outre-mer avec en premier plan le général de Gaulle appelant ses enfants wallisiens et futuniens et en arrière-plan donc des enfants de Wallis et Futuna. La consultation populaire a lieu le 27 décembre 1959. Tous les Wallisiens et les Futuniens âgés de 21 ans et plus, même ceux résidant en Nouvelle-Calédonie, aux Nouvelles Hébrides, doivent répondre par oui ou par non à la question suivante. Désirez-vous que les îles Wallis et Futuna fassent partie intégrante de la République française sous la forme de territoire d'outre-mer? Le oui est majoritaire, mais pas unanime. Avec ce tableau, vous pouvez voir que le non au statut de Tom est très révélateur dans les 2 royaumes de Futuna. Donc au royaume de Singave, sur la population, 34% s'expriment pour le non, et dans le royaume d'Alo, 15% s'expriment pour le non. C'est la négativité futunienne qui ressort ici avec le statut de Tom, et nous allons le voir pourquoi. La minorité des noms à Futuna dans les 2 royaumes résulte du changement de roi à Singave. Le choix du Tamolevai ne s'est pas fait à la manière coutumière, c'est-à-dire par consensus, mais à la manière occidentale, c'est-à-dire par vote des hommes adultes. Par conséquent, le consensus coutumier n'a pas eu lieu, ce qui laissa libre cours aux opposants du statut. Quoi qu'il en soit, la majorité de la population a voté oui pour le statut de Tom. Désormais, les insulaires doivent attendre l'officialisation du statut par le gouvernement central. Mais cette attente se prolonge jusqu'en 1961. Entre-temps, les populations des 2 archipels sont appelées à un référendum. La France souhaite consulter ses citoyens pour approuver ou non la politique algérienne du général de Gaulle. Ainsi, le 8 janvier 1961, les Wallisiens et les Futuniens doivent répondre à la question suivante. Approuvez-vous la politique menée par le président de la République en Algérie? À savoir que les Wallisiens et les Futuniens n'étaient pas encore citoyens français à l'époque. Donc c'était bien avant l'officialisation du statut de territoire d'outre-mer. Il convient de dire que ces habitants à l'archipel lointain, aux moyens de communication réduits, ignoraient tout des enjeux politiques de ce référendum et donc de cette question posée. Le seul nom du général de Gaulle suffisait aux Wallisiens et Futuniens, grand admirateur de cet homme d'État, pour qu'il vote oui à l'unanimité. À Wallis, la demande de prolongation de Pierre Fauché, donc le résident, avait été rejetée par le gouverneur de Nouvelle-Calédonie. Le dernier résident de France aux îles Wallis et Futuna quitta Mata-Utu le 9 juillet 1961, soit 20 jours avant l'adoption de la loi sur le statut qu'il a farouchement défendu. Jacques Herry, chef du bureau de Wallis et des Nouvelles Hébrides au Haut Commissariat, le remplace en attendant l'arrivée du premier administrateur supérieur, Jean Perrier. Enfin, le 29 juillet 1961, la loi accordant le statut de territoire d'outre-mer aux 2 archipels est enfin adoptée à l'Assemblée nationale en France. Le nouveau territoire était enfin officialisé. Il fallait désormais que les populations désignent leurs représentants. Pour élire le député prévu le 25 mars 1962, la population doit faire un choix parmi les 3 candidats. Victor Emmanuel Brial, donc fils aîné de l'ex-reine Aloysia, l'Européen Hervé Lost, un des directeurs des établissements Balande à Nouméa, et enfin le Wallisien Swaneveika Tiki de l'Union wallisienne et futunienne. Si l'élection se déroule sans problème sérieux du côté des populations, en revanche, durant la campagne électorale, l'administrateur supérieur subit de fortes pressions politiques émanant du pouvoir central. Cela commence avec l'arrivée de l'administrateur Jacques Herry, porteur de 2 messages. L'un accuse le délégué de Futuna, Camille Gloanec,
de partialité et par conséquent le relève de ses fonctions. Jean Perrier relate dans ses mémoires « Ce même Lancaster, donc c'est un bateau, qui avait amené Herry, m'a mené un adjoint, l'administrateur Pouillet, lequel me remit une lettre du haut-commissaire me donnant l'ordre de relever immédiatement de ses fonctions à Futuna Gloanec, accusé de partialité contre Brial. Accusation parfaitement injuste d'ailleurs. Toutefois, l'autre message, plus grave, était parfaitement clair. Dites à l'administrateur supérieur de Wallis que les ordres sont formels. Faire passer le candidat Victor Brial aux élections législatives. Par tous les moyens. Vous entendez bien, par tous les moyens. Il est couvert. L'Élysée, Matignon sont d'accord. La rue Oudinot ne dira rien. Dites-lui que c'est sa place qui est en jeu. Devant cet ordre confidentiel, et plutôt que de jouer la duperie, l'administrateur supérieur Jean Perrier préfère risquer sa place en refusant catégoriquement la fraude. Cependant, M. Perrier savait qu'en refusant de se soumettre, il compromettait gravement sa carrière et que son séjour serait très vite écourté. Cet épisode est encore relaté dans ses mémoires. Il dit ainsi que près de 2 siècles de démocratie nous ont appris à nous autres Français que de telles tricheries et entourloupettes électorales ne sont pas exceptionnelles et que de nombreux préfets et sous-préfets ont payé de leur place des élections non conformes aux instructions gouvernementales. En tout cas, moi qui m'étais donné beaucoup de mal au cours de nombreux palabres pour faire admettre aux Wallisiens et Futuniens le principe même des élections, lequel était contraire à leurs coutumes, il m'était impossible d'exercer la moindre pression et de commettre la moindre irrégularité qui eût été un véritable abus de confiance. Il était donc désormais certain que je n'accomplirais pas mon séjour de 3 ans à Wallis. Quelques jours avant l'élection législative, le 20 mars exactement, l'administrateur supérieur intérim, Herry, revient par le Lancaster de la Marine avec un arrêté du gouverneur de Nouvelle-Calédonie, relevant Perrier de ses fonctions. Ce dernier décline encore l'arrêté. Le droit administratif était de son côté, puisque Perrier avait été nommé par décret, et il ne pouvait pas, par conséquent, être démis par un simple arrêté du haut-commissaire. Il poursuit, je cite, « 2 jours après, l'aviso Francis Garnier arriva avec une mission prétexte, et le capitaine de frégate Fougère qui le commandait ne me cacha pas que sa principale mission était le maintien de l'ordre en toute éventualité et au besoin, l'emploi de la force contre moi au cas où je refuserais de me soumettre aux ordres du haut-commissaire. » Fin de citation. Le 28 mars 1962, l'administrateur supérieur quitte définitivement le territoire. L'État, par l'intermédiaire du haut-commissaire en Nouvelle-Calédonie, a décidé d'influencer par ses méthodes pouvant aller jusqu'à la tromperie le résultat des législatives. L'importance de cet acte révèle que le pouvoir central cherche à contrôler le 3e territoire français du Pacifique, comme il l'a déjà fait avec la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française. D'après les écrits de l'ancien administrateur supérieur, Jean Perrier, les ordres venaient directement du sommet de la hiérarchie, c'est-à-dire du Premier ministre Michel Debré. Je cite, « Le haut-commissaire, agissant sur l'ordre du Premier ministre Michel Debré, je l'ai su par la suite, avait réussi à créer le désordre et la méfiance envers les institutions françaises. » Fin de citation. Le refus de la duperie est une conséquence grave dans la carrière de Perrier, car 2 mois après cet événement, le ministre Jacquinot mettait fin à ses fonctions d'administrateur supérieur de Wallis et Futuna. Par les suites, il prit un congé spécial de 5 années, puis fit valoir ses droits à la retraite. De cette dernière aventure de sa carrière, il ne reste que l'amertume de ce premier administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna que nous pouvons discerner à travers ces mots dans ses mémoires. Ces événements concernant un petit territoire de Polynésie ainsi qu'un modeste fonctionnaire n'auraient que peu d'importance s'ils n'étaient le reflet de toute la politique d'outre-mer de la République, 5e du nom qui se révèle
pire encore que les précédentes. Il est difficile d'accumuler autant de sottises politiques en aussi peu de temps que l'a fait la République dans les 2 petites îles. Elle a perdu son prestige en trichant ouvertement à l'occasion des élections. Elle a combattu les chefs et notables qui étaient ses meilleurs alliés et soutenu contre eux ceux qui n'avaient cessé de la combattre. Elle a sérieusement inquiété la mission catholique qui se demande à juste titre si le but inavoué de l'administration française n'est pas la lutte contre son influence et peut-être la déchristianisation des îles. Elle a donné le spectacle navrant de l'instabilité du commandement français. Il y a eu, en moins d'1 an, 3 chefs de territoire à Wallis et 2 administrateurs à Futuna. Ainsi, la France traita ses représentants avec beaucoup d'indifférence, utilisant la force et mettant en jeu leur intégrité. Cette géopolitique qui se déroula dans un microcosme insulaire serait sans importance si elle ne s'intégrait pas dans une géopolitique régionale et par extension une stratégie à l'échelle nationale, puisque tous les territoires étaient concernés par un changement statutaire, les uns conduisant à l'indépendance, les autres à l'intégration nationale. Ainsi, pour conclure, nous pourrons dire que Paris réussit finalement à prendre le contrôle de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie, en évinçant les agitateurs. À Wallis et Futuna, M. Brial, pour lequel la France avait le soutien, était un fidèle du général de Gaulle. C'est pourquoi il voulait contrôler ces 2 archipels en prenant parti ouvertement pour le candidat Brial, un allié sûr. Mais quel intérêt avait la France de contrôler 2 archipels sans aucune ressource, c'est-à-dire Wallis et Futuna? Endiguer les 3 territoires entre dans le cadre de la géopolitique régionale française dans le Pacifique. La France reprend le contrôle total de toutes ses possessions dans le Pacifique. L'étude en parallèle de ces 3 territoires durant la période 58-62 est indispensable pour comprendre le jeu politique de la France dans le Pacifique Sud. Ainsi, c'est dans un contexte de décolonisation mondiale que Wallis et Futuna deviennent un territoire d'outre-mer. En vérité, la politique française est différente en Afrique et dans le Pacifique. La France se dégage de l'Afrique pour mieux contrôler ses positions dans le Pacifique. Quels sont les intérêts? Pour la Polynésie française, ce sont les essais nucléaires, comme l'a suggéré Jean-Marc Regnault. Pour la Nouvelle-Calédonie, le nickel, qui est déclaré minerai stratégique, est aussi une probabilité. Mais en 1959, il est encore trop tôt pour en parler. La politique de défense instaurée par le général de Gaulle pousse ce dernier à trouver de nouveaux sites dans le Pacifique, puisque bientôt le Sahara ne pouvait plus accueillir les essais nucléaires avec l'indépendance de l'Algérie, bien que les accords d'Évian le prévoient. Le général voulait endiguer les 3 territoires du Pacifique pour constituer un seul bloc, isolé certes, mais uni au milieu de cet océan anglo-saxon. L'objectif visé était d'avoir un contrôle total et d'assurer en toute sécurité l'installation du CEP, car la défection d'un seul territoire pouvait faire tomber les 2 autres. Les États-Unis ne souhaitaient pas que la France accède à l'arme nucléaire. C'est pourquoi ils faisaient pression sur l'Algérie pour refuser les essais après l'indépendance. De Gaulle pensait également que les Américains pourraient faire pression sur leurs alliés naturels dans le Pacifique pour contrebalancer l'influence de la France dans cette région. Il ne voulait prendre aucun risque pour faire entrer la France dans le concert des grandes puissances. C'était le socle de la politique de défense du général de Gaulle, la dissuasion nucléaire. Je vous remercie. Bien, merci Alison. Vous avez 2 micros de part et d'autre de la salle, si vous souhaitez réagir, poser quelques questions. N'hésitez pas. La première question est toujours la plus difficile à poser. Bonsoir. Donc, dans votre exposé, vous faites un lien entre l'Afrique et le Pacifique Sud. Est-ce que ce lien peut être illustré par certains réseaux, dont un en particulier que tout le monde connaît? Je n'ai pas compris votre question.
Est-ce que vous pourriez me parler du réseau qui a organisé tout ça? Non, je ne peux pas vous en parler. Ah, mais c'est l'essentiel en fait. Pardon? C'est l'essentiel. Ah, mais si vous le savez, vous pouvez me... Disons que c'est connu dans tous les magazines qu'il y avait effectivement des conseillers spéciaux à l'Élysée qui organisaient la décolonisation d'Afrique et puis la reprise en main du Pacifique Sud. Un conseiller spécial du président de Gaulle d'ailleurs. Vous le connaissez? Pardon? Le président? Focard, si vous voulez. Le réseau Focard, tout simplement. Oui, je le connais, pardon. Christiane. Merci Alison pour votre présentation, c'était extrêmement intéressant. Non, juste en fait, j'aimerais savoir un petit peu mieux finalement comment étaient gérées les îles Wallis et Futuna à l'époque du protectorat. Vous nous l'avez dit, mais si vous pouviez revenir un petit peu là-dessus pour qu'on fasse mieux la différence sur ce qui s'est passé après, là, que vous nous avez expliqué. En quoi se traduisait d'une certaine façon la présence française ou la gestion française de cet archipel à l'époque du protectorat? Oui, bien sûr. Alors la présence française, elle était assez effacée dans ces deux archipels où la coutume avait vraiment le dessus. Alors à Futuna, simplement, c'était le révérend père qui représentait en fait la présence française. Ça a été le révérend père jusqu'en 1956. À Wallis, on envoyait un médecin parce que c'était très utile pour les insulaires. Et à partir de 1956 aussi, on a mis en place un gendarme. Donc c'était plus un médecin, mais un gendarme. Donc là, en fait, la présence française a été vraiment très, très minime. Hein. On envoyait, en plus, c'était très isolé à l'époque. On envoyait c'était pas des fonctionnaires qu'on envoyait sur place, hein, c'était vraiment des personnes utiles. Alors Futuna, c'était complètement oublié parce que on ne pensait pas envoyer encore un médecin à Futuna. On laissait le révérend père gérer en fait cette île, hein, puisqu'il avait la mainmise à la fois sur la coutume, sur les insulaires et sur les rois. Donc ça se passait bien. Tant que ça se passait bien, il n'y avait pas de problème. La France laissait comme tel les deux archipels. J'ai répondu à votre question? Merci pour votre exposé, madame. Je constate quand même que vous avez beaucoup parlé de Wallis et Futuna, hein, pour les raisons qui étaient celles du général de Gaulle pour maîtriser ces trois pays, la Nouvelle-Calédonie et Tahiti, avec les conséquences que vous avez évoquées sur les évictions des deux députés, Pouvana et puis le Normand. Malgré tout, j'ai constaté quand même dans votre exposé, vous faites pas suffisamment le lien entre la politique algérienne du général de Gaulle, bien avant d'abord l'arrivée du général de Gaulle, concernant le Sahara. En 1956, il y avait déjà un débat entre les combattants FLN et la France, avec Guy Mollet, sur la question du Sahara. Les indépendantistes, enfin disons les militants algériens à cette époque, exigeaient dans des articles, hein, et des réunions avec l'État français, que l'Algérie retrouve sa capacité à pouvoir gérer l'ensemble de ses richesses, et notamment le Sahara. Et à l'époque, si mes souvenirs sont bons, hein, mes lectures sont bonnes, et l'histoire aussi, je crois que Guy Mollet, qui était le président du Conseil, avait refusé l'autodétermination du Sahara. Est-ce que vous pensez que lorsque le général de Gaulle est arrivé au pouvoir en 1958, il a cru à cette obligation des indépendantistes ou des militants algériens, puisque lors des accords d'Évian, en 1962, il me semble, vous me confirmerez ou infirmerez, il me semble que lors des débats sur la question de l'indépendance et des richesses et des relations aussi entre le futur État algérien et la France,
il me semble que les indépendantistes de l'époque, notamment Ferhat Abbas, et puis aussi Boumedienne, et puis tous ceux qui étaient avec eux, voulaient garder une relation, je dirais pas sincère avec la France concernant le Sahara, mais ils ont évoqué rarement la question du centre nucléaire de Reagan. Et moi, je voudrais vous poser cette question. Est-ce que le général de Gaulle avait anticipé les réponses négatives ou positives des Algériens pour venir dans le Pacifique? Ça, c'est la première question. Le deuxième point, il est rapide. Je suis quand même étonné que vous parliez pas quand même d'une certaine résistance qui existe encore aujourd'hui suite au CEP, notamment à Tahiti, vous le savez autant que moi, je pense, suite à vos recherches. Donc, il y a quelque chose de particulier, même en Calédonie. Peut-être il y a eu un silence un peu plus absolu là-dessus, on n'a rien dit, mais à Tahiti, il y avait quand même des réticences beaucoup plus importantes. Je ne sais pas si vous pouvez nous évoquer un peu la question algérienne et la question de la résistance de Tahiti et de la Nouvelle-Calédonie. Merci. Merci pour vos deux questions. Alors sachez que moi, je suis spécialiste des îles Wallis et Futuna, c'est-à-dire que j'ai apporté ma contribution en fait dans l'édifice qu'a érigé Jean-Marc Regnault sur l'installation du CEP en Polynésie française et le contrôle de ces deux territoires, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française. Moi, j'ai apporté en fait ma théorie sur le fait que le général de Gaulle voulait intégrer en fait les archipels de Wallis et Futuna en vue de l'installation du CEP en Polynésie française. Donc, il y a certaines choses que je ne connais pas en matière d'installation nucléaire en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Moi, je suis spécialiste des îles Wallis et Futuna. Après, sur la question que vous me posez sur si en 1958, le général de Gaulle envisageait déjà l'indépendance de l'Algérie, moi, il n'y a pas de source qui l'indique, qui l'indique clairement. C'est pour ça que je reste assez sceptique sur le fait que peut-être qu'il l'envisageait, peut-être pas. Il a essayé en tout cas de garder l'Algérie française, mais avec le combat du FLN, ça n'a pas fonctionné. Après, aux accords d'Évian, il a été décidé que les essais nucléaires continueraient au Sahara pendant 6 à 7 ans, donc jusqu'en 1966-67. Voilà. Ça a été décidé dans les accords d'Évian. Mais quoi qu'il en soit, la France avait quand même beaucoup de pression par rapport à l'ONU, par rapport aux États-Unis, donc elle ne pouvait pas continuer les essais nucléaires au Sahara, même si c'était encore possible pendant quelques années. J'ai répondu à votre question. Oui, bonjour. Bonjour madame, je suis par là. J'ai eu l'avantage de lire votre thèse d'ailleurs une fois en passant au centre Djibaou, c'était très intéressant et effectivement vous êtes une spécialiste très locale, surtout Wallis et Futuna, et vous apportez aujourd'hui une vision sur le Pacifique. Cependant, je ne serais pas tout à fait d'accord avec votre titre. La géopolitique française dans le Pacifique. Il n'y a, à mon avis, pas eu de géopolitique française particulièrement pour le Pacifique. Il y a une géopolitique française qui se situe à l'époque dans le cadre de ce qu'est le gaullisme. Alors, le gaullisme, et c'est pour ça que ce monsieur a eu raison tout à l'heure de rappeler l'influence, par exemple, de monsieur Jacques Foccart. Mais le gaullisme, qu'est-ce que c'est ? Avant tout, à cette époque, le général de Gaulle, après la guerre de 1939-45, il y a eu, à la fin de la guerre, les accords de Yalta. Yalta, c'est le partage du monde. Et de Gaulle va se singulariser particulièrement dès cette époque, et particulièrement à son retour au pouvoir, en refusant le partage du monde. Et c'est ça la géopolitique française. La géopolitique française, elle n'existe, si vous voulez, c'est un aspect, vous décrivez un aspect de la géopolitique française, mais non pas la géopolitique française.
Voilà ce que je voulais vous signaler. Hein, c'est important. Donc, dans la volonté politique du général de Gaulle de ne pas se soumettre aux deux grandes puissances mondiales qui voulaient s'affronter, c'était la fameuse guerre froide. Le général de Gaulle faisait des voyages d'ailleurs à travers le monde pour essayer de créer une nouvelle tendance mondiale au milieu des deux blocs. Il a partiellement réussi, mais il a eu quand même des avancées. Il faut lui reconnaître cela. Alors ici, pour le Pacifique, la France, effectivement, a eu une attitude qui peut paraître très laxiste. Et effectivement, toutes les péripéties du genre des ennuis de ce monsieur Perrier à Wallis et Futuna, c'est par rapport à la géopolitique française, si vous voulez, je suis désolé de vous le dire, mais c'est infinitésimal, c'est secondaire. Ce qu'il fallait, c'est que la France essaye d'exister en tant que grande puissance. Elle ne va pas réussir par la suite, au contraire, elle va continuer à décliner, mais c'était l'objectif. L'objectif de placer la France et d'entraîner éventuellement l'Europe donc au milieu des deux blocs. Voilà, je voulais insister là-dessus. Il y avait, si vous voulez, c'est la réelle politique. Moi, je vous parle de réelle politique, je ne vous parle pas de cela. Mais votre exposé est très intéressant. Hein. Je ne lui retire aucun mérite. Mais je le situe de mon point de vue, avec beaucoup plus de recul. Voilà. Merci pour vos remarques. Peut-être que le mot géopolitique est un peu fort pour, oui, en effet, le Pacifique. Après, peut-être que vous pouvez m'éclairer sur un autre terme à utiliser, du fait que, en fait, j'ai bien noté que De Gaulle lâchait du lest en Afrique du Nord et en Afrique noire, mais contrôler ces territoires français du Pacifique. Donc ça s'inscrit peut-être dans une politique plus régionale, mais là, en fait, j'ai vraiment voulu centrer sur le Pacifique et montrer une étude comparative du fait que ces territoires d'Afrique allaient devenir indépendantes. On est entre 59 et 60. C'était un petit peu le festival des indépendances en Afrique noire et avec l'Algérie. Or là, dans le Pacifique, il faisait un peu une action complètement contraire. Il abrogeait la loi cadre des fers pour justement supprimer l'autonomie. Donc il recentrait vraiment son intérêt sur le Pacifique. Donc c'est pour ça qu'en fait, moi j'ai choisi ce terme-là, et je l'ai dit dans mon introduction, en fait, que c'était un terme un petit peu anachronique de l'utiliser pour cette période. Bon, mais j'ai voulu quand même essayer et tenter de répondre à ma problématique par ce titre-là. Donc je retiens vos remarques et merci encore. Oui, bon, je vais rechercher un futur titre pour vous aider. En tout cas, pour situer la politique de la France, vous avez parlé dans votre exposé tout à l'heure de certaines tricheries, mais c'était une politique des puissances coloniales. La tricherie, c'était un fait. Et vous avez parlé, même presque par erreur, parce que vous ne le saviez pas, de ce fameux référendum de 1958 en Algérie qui a donné 96%. Un véritable résultat stalinien ou nasillard. En fait, c'était un faux référendum, c'était une farce. J'étais jeune en Algérie, j'avais été recueilli en Algérie et je rencontre une personne qui s'était vantée pour ce fameux référendum d'avoir voté 8 fois. Quand on vote de gens locaux, on les amenait par camion entier pour voter avec des bulletins de couleur. Voilà, enfin, ce sont les conditions coloniales. Voilà, donc vous ne soyez pas surpris. Mais enfin,
je vous apporte cette information. Oui. Il y a eu aussi une autre date à retenir, c'est 56, le canal de Suez. À partir du canal de Suez, les deux États, la Grande-Bretagne et la France, sont soumis au nouvel ordre mondial qui est l'Union soviétique et les États-Unis. Et malgré les commandos français et anglais qui réussissent à contrôler le canal, l'Union soviétique et les États-Unis demandent à ces deux États de se retirer. La France, dans un premier temps, refuse. Et elle va payer un prix, et c'est à partir de ce prix-là que le général de Gaulle a considéré qu'il était temps qu'il soit véritablement souverain par rapport aux deux nouvelles puissances, et que la maîtrise de l'arme nucléaire était essentielle pour la France. Et ça a une conséquence directe pour le Pacifique Sud. Et puis du côté des Anglais, eux, ils ont aligné leur arme nucléaire, effectivement, comme vous le disiez, sur les États-Unis. Votre exposé est très intéressant, mademoiselle. Oui, bonsoir Alison et merci pour cet exposé. Je voulais vous dire, on sent bien que dans cette période que vous décrivez, l'enjeu principal, c'est bien de trouver un site pour les essais nucléaires. L'Algérie devient indépendante et donc il fallait, et c'est dans le Pacifique et tout particulièrement en Polynésie. C'est bien pour cela que tous ceux qui gênaient en Nouvelle-Calédonie, à Wallis, à Tahiti, avaient été d'une manière arbitraire mais judicieusement écartés, emprisonnés. Les essais nucléaires ont placé la France dans le cercle des grandes nations, des grandes puissances, puisqu'elle est aussi une puissance nucléaire. Mais alors, après cet enjeu, est-ce que la France a d'autres enjeux aussi importants, voire plus, pour le maintien forcé de ces trois territoires dans le profil de la politique de la France? Alors, pour répondre à la question, la France a toujours un enjeu avec ces trois territoires dans le Pacifique. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a que trois territoires francophones dans un océan anglophone. Donc, que ce soit en 58 ou aujourd'hui, c'est toujours beaucoup plus important d'avoir ces trois territoires, d'autant qu'à partir de 1980 et la Convention de Montego Bay, on a créé les zones économiques exclusives qui rapportent à la France beaucoup de zones maritimes et de zones de pêche importantes. Donc le Pacifique reste encore aujourd'hui une zone importante et il y a toujours une géopolitique en place, même si ce n'est plus l'époque dont on parle en 1958. Ce qui était important dans mon exposé, je rappelle en fait, c'était que jusqu'en 1958, Wallis et Futuna étaient un petit peu les oubliés de la République. On les laissait de côté, on mettait un protectorat pour qu'il n'y ait pas d'influence anglaise qui prime dessus, mais ils ont quand même voté au référendum de l'Algérie alors qu'ils n'étaient pas citoyens. Bon, après, on va me dire que ce sont un petit peu, c'est le système colonial, voilà, des milieux des années 50. Mais bon, quand même, voilà, il faut quand même le dire, il faut quand même le révéler. Donc, il y a toujours un enjeu à conserver ces trois territoires, que ce soit en 58 ou aujourd'hui au XXIe siècle. Puisqu'il y a toujours un enjeu, est-ce qu'il y aura toujours de fraude ? Je ne vais pas répondre à cette question. Bonsoir Alison, merci pour l'exposé. Je suis de la génération après 62. Je suis wallisien et je suis né en Calédonie. Et c'est vrai que ces dates et tout ce que tu nous as exposé, la chronologie de l'histoire de Wallis et Futuna,
et bouleversant pour moi, parce que j'ai pas connaissance de l'histoire des deux îles. Et quand on voit actuellement encore le stigmate de cette colonisation, c'est l'appellation des services. Il existe encore l'administration supérieure à Wallis. Voilà, ça c'est une réalité et ça fait partie encore de l'histoire de Wallis. C'est vrai que j'y vais de temps en temps en mission et ça me fait un peu drôle d'entendre encore toutes ces appellations dans ces services de l'État et aussi des noms de supérieurs, des élus ou des cadres supérieurs de l'État qu'on maintienne encore des noms wallisiens. Hein. Et c'est vrai que c'est bouleversant pour nous parce que on évolue sur le temps, mais on n'essaie pas de penser un peu ces plaies de l'histoire. Est-ce que quelque part par là, la France doit pas aussi s'incliner sur son histoire dans le passé, sur ce qu'il a fait dans le Pacifique, parce que ce changement, comme dit Aloïs, la recherche d'un nouveau site pour le nucléaire, a fait basculer les choses et a fait bousculer les mentalités des peuples wallisiens et futuniens, où on a incité, on les a obligés. Parce que ces gens-là, à l'époque, ils n'étaient pas encore intellectuellement préparés pour prendre des décisions. On les a forcés. Et c'est vrai que quelqu'un qui arrive de nulle part, de la métropole, si vous voulez, il vient avec son savoir, il vient avec sa position où il a des missions. Mais voilà, le Wallisien et le Futunien, il n'a pas toute sa tête pour le truc, c'est que il parle bien le blanc là. Ben écoute, on va y aller. Ben il faut le destituer lui là, parce qu'il va pas avec nous. Voilà, ça c'est aussi une réalité de l'époque. Mais voilà, je pense que c'est douloureux à partir du moment où que nous on apprend maintenant l'histoire des îles de Wallis et Futuna. Voilà, merci. Oui, je comprends en fait le fait de découvrir en fait ces manipulations politiques qui est en fait chose récurrente dans l'administration coloniale, que ce soit dans le Pacifique ou dans les États africains, ce sont des choses courantes. Or, le fait que Wallis et Futuna soient petits, en fait, amène vraiment à une grande surprise d'avoir en fait de connaître cette vérité-là. Mais on les a forcés à prendre des décisions, oui et non. Les représentants de l'État ont influencé les changements de roi. Ils ont mis la pression, mais il faut savoir qu'il y avait aussi des Wallisiens et des Futuniens qui étaient dans l'opposition déjà. Donc ils n'ont pas agi seuls, ils ont agi aussi avec à leur côté des hommes qui étaient contre le roi en place. Donc ça c'est important parce qu'ils n'auraient pas pu faire ces manipulations seuls. Voilà, c'est important de le savoir. Après, le bouleversement a été important dans le fait que les Wallisiens et les Futuniens ont dû apprendre très rapidement la politique. Là, on a élu des députés, un député, un représentant qui était un Européen. Voilà, pour le premier député, c'était un Européen. Pareil pour le sénateur, c'était un Européen, père et fils, Hervé Lost et voilà, Henri Lost. C'était des Européens parce que justement, les Wallisiens n'étaient pas encore prêts pour entrer dans le territoire d'outre-mer de la Ve République. Ça, on l'a vu. Mais il a fallu quelques années, et pas longtemps après, pour qu'ensuite on élise un local. Benjamin Brial ensuite a été élu député. Et par la suite, il n'y a eu que des locaux. Le plus dur, je pense que ça a été de adapter la coutume à la modernité. Ça a été un élément important
qui aujourd'hui d'ailleurs, c'est toujours un problème. Adapter la coutume, ça veut dire, quand on fait de la politique, on a tendance à faire des débats très très longs, parce qu'on a l'habitude dans les phaléphonaux à parler pendant très longtemps, à obtenir un consensus quand on n'est pas d'accord sur un fait. Or, dans la politique, on ne peut pas parler pendant longtemps et faire des palabres pendant très longtemps, puisqu'il faut prendre des décisions politiques très rapidement. Or, ça c'est un exemple, mais il y a aussi d'autres éléments. Ça, c'est en fait, les actions coutumières ont été très difficiles à adapter dans la politique. Et c'est toujours un problème aujourd'hui. On a tendance à figer la coutume et finalement, elle rentre en contradiction avec la modernité et les lois républicaines. Hein. Je peux vous citer un exemple. Dans le statut d'homme, il n'y a qu'une seule religion, c'est la religion catholique, alors que nous sommes dans un État laïque. La Ve République est un État laïque. Or, on ne peut pas imposer une religion dans un statut de territoire d'outre-mer. Mais la République a fait quand même... elle a laissé passer parce qu'il fallait absolument, elle avait besoin de ces deux îles dans sa Ve République. Donc on a rédigé le statut rapidement, on a fait des concessions, la République a fait des concessions, et c'est comme ça que aujourd'hui on a encore des problèmes à ce niveau-là. J'ai répondu à votre question ? Bonsoir. Est-ce que vous pourriez nous parler du député Brial et de son lien avec la reine ? Oui, c'est son fils aîné. Voilà. Donc, vous pourriez développer sur la famille ? Non, je ne peux pas développer, malheureusement. Vous ne pourriez pas ? Non. Ça m'intéresse, c'est bizarre. Bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on va conclure. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure, donc il y a la thèse de Alison Naughty qui est disponible à la médiathèque du Centre culturel Chibaou. Si vous êtes intéressé par cette période, il existe d'autres travaux. Hein. On a parlé de Pouvana ce soir, on a parlé de Maurice Lenormand, évidemment. Il y a des choses à lire et à découvrir. Elles sont à votre disposition ici même. Prochaine conférence dans la salle Sissia, ce sera le 28 mai avec Louis-José Barbanson, qui n'est pas besoin de présenter, autour de Calédoune, les Arabes en Nouvelle-Calédonie. Voilà, merci à vous et bon long week-end.